Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour Zach en roue libre avec un tout petit peu de retard au démarrage. Nos excuses pour ce petit retard sur le live. On avait eu des petits soucis de son que nous avons réglés. Normalement, vous m'entendez correctement et on va pouvoir faire cette émission. Donc, je suis très heureux. Cette saison, j'ai eu le plaisir de recevoir pour la première fois une personnalité du monde automobile en la personne de Isaac Hadjar et j'ai apprécié l'expérience, donc on va la renouveler. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une personne qui a conduit dans énormément de catégories différentes, de l'endurance à la F4, en passant par son premier test dans une Formule 1 avec Mercedes plus récemment. Aujourd'hui, je reçois Doriane Pain. Doriane, comment vas-tu ? Bien, et toi ? La forme ? La forme. Nous sommes le 12 mai 2026. Le mois dernier, tu as effectué une petite journée de roulage avec Mercedes dans une F1. J'ai vu la W12. Tu as également rejoint Peugeot, Total Energy pour être leur pilote de développement de leur hypercar. Concrètement, t'en es où dans ta saison ? Comment ça va ? Ben ça va, busy, assez occupé, parce que la saison commençait en avril, quoi, donc là on enchaîne. Et bientôt les 24 heures du Mans aussi, mi-juin, donc on s'y prépare. Et puis c'est vrai que c'est passé tellement de choses en début de saison, tout se passe bien, mais voilà, je suis ravie de toutes ces opportunités que j'ai eues et il y en a encore qui arrivent, quoi. Tu me disais que tu es venu de la belle ville de Nice. Exactement, j'habite dans le sud depuis quelques années maintenant. Donc de base en région parisienne, okay. Et un gros changement, soleil tous les jours et tout. On s'y plaît bien là-bas. C'était une volonté de ça justement ? Trouver un peu soleil, ambiance différente, etc. Dans une ville plus calme en soi, Nice. Ouais, Nice c'est calme. Après, c'est parce qu'on y allait en vacances souvent avec la famille et on voulait trop y habiter à un moment donné. Donc c'est pour ça que je suis descendue et puis il y a un aéroport pas loin. Donc voilà. Et en plus, l'aéroport de Nice, c'est un des aéroports, si je dis pas de bêtises, les mieux desservis de France. Il me semble qu'il a un gros trafic, l'aéroport de Nice, même plus que celui de Lyon, je crois. Ah ouais ? Ouais. Des fois, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, des fois, c'est compliqué. Un peu, mais bon. Peut-être je state Wikipédia pourri, mais il me semble que l'aéroport de Nice, c'était pas si mal que ça. Hey, Hugo, vérifie, s'il te plaît. Avant le Covid, c'était bien. Avant le Covid, c'était bien ? Ouais. Le Covid l'a un peu chamboulé. Attends, pour moi, pardon. Il commence direct, Zach. C'est vrai que je t'ai envoyé directement comme ça, justement, sur tout ce que tu as pu faire ces derniers temps. La fameuse journée de roulage avec Mercedes, on va en reparler. Les saisons, elles commencent en avril un peu dans le sport auto, enfin en tout cas dans ta catégorie ? Ça peut commencer plus tôt, parce que des fois, on part dans des pays chauds comme les Émirats, tout ça, pour rouler en janvier-février. Mais moi, ma saison a commencé en avril, donc c'est généralement mars-avril qu'on commence. Magnifique. Bah écoute, Doriane, on va apprendre un petit peu plus sur toi, on va écouter un peu ce que tu as à nous raconter. J'ai pu faire mes recherches, etc. J'ai trouvé ça super intéressant tout ce que tu as pu faire. Je vais te demander de te présenter, le classique. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Doriane, j'ai 22 ans. Je suis née à Ivry-sur-Seine, 94. J'ai pas vécu longtemps. Après, on a bougé dans Seine-et-Marne. Et après, j'ai vécu dans les Pyrénées et là, sur la Côte d'Azur. Et je suis pilote pro depuis plusieurs années maintenant. J'ai eu un peu une carrière atypique. J'ai commencé par le karting, c'est la base du sport automobile. Ouais. Et puis après, j'ai fait de l'endurance. Donc, c'est des courses plus longues, des courses de 4, 6, 12 ou 24 heures. J'ai un peu parcouru le monde et faire des courses internationales mondiales en endurance. Et après, en 2024, j'ai switché en monoplace. Trop bien. Pour avoir l'objectif forcément de la Formule 1, comme ce qui m'a fait rêver quand j'étais petite. Et là, je suis de retour en endurance avec encore un pied, forcément, avec Mercedes, l'équipe Formule 1. Donc monoplace aussi, donc je balance un peu les deux. Et voilà, c'est ma vie, quoi. Et comment tu t'en es sorti à l'école en termes d'études ? Ah oui. En vrai, j'y suis allée jusqu'au bac. Okay. Parce que c'était primordial pour mes parents et pour mon père surtout. Il m'a dit, si tu travailles pas à l'école, tu fais pas de sport auto. Donc voilà, je suis allée à l'école jusqu'au collège. Au collège, je suis passée en sport-études. J'étais la seule en sport auto, mais c'est ce que j'étais dans demandé, une classe. Il y a eu un sport-études, auto-études. C'était parce que c'était moi, mais sinon j'étais avec des skieurs parce que j'étais à Font-Romeu dans les Pyrénées. Ok, et ça je connais parce qu'il y a les runners, des mecs de running, ils vont souvent faire des stages de running. Exactement, à Font-Romeu. Ouais, Martin Fourcade, tout ça, il passe là-bas. Perrine Lafont a fait ses scolarités là-bas aussi. Mais du coup, j'avais les horaires aménagés pour faire ma prépa physique à côté. Et jusqu'en terminale, j'ai fait ma terminale au CNED, donc distanciel à la maison, parce que c'était plus possible de revenir à un point A et retourner à l'école et
et rattraper tous les cours que j'avais pas fait avant, donc à la maison. Sauf qu'on n'était pas en contrôle continu, donc c'était un peu chaud à passer 17 épreuves d'un coup. Donc voilà, j'ai eu le bac quand même. 17 épreuves d'un coup réparties genre sur quelques jours? Bah sur quelques semaines, je crois. Ok. Ouais. C'était fin mai à peu près, ouais. Et début juin. Et voilà. Donc j'ai eu le bac, et puis après, université, c'était pas vraiment possible de combiner les deux. Évidemment. Les deux, quand tu commences à signer ton premier contrat pro à 17 ans, donc voilà. Tu sais que franchement, très stylé. Je reçois beaucoup de personnes, tu vois, de personnalités du monde du sport en général, etc. Il y en a certaines qui sont allées jusqu'au bac, certaines qui ne l'ont pas fait. Et le fait que tu sois allé jusqu'au bac alors que tu as eu le contrat pro à côté, avec l'aménagement, tu vois, double sport-études, mais sport auto-études, ça a un aspect quand même assez stylé, tu vois. C'était dur, hein, c'était dur. Honnêtement, jusqu'au début du lycée, ça a été. Mais les 2 dernières du lycée, c'était costaud parce que forcément, on doit travailler bien plus qu'avant, quoi, les autres années. Donc, c'était pas évident de faire tout le programme de terminale avant les examens. Mais bon, écoute, c'est bien d'avoir le bac. Je pense que c'est important aussi de combiner et de balancer un peu ta vie sportive, mais aussi apprendre d'autres choses dans la vie. Je pense que avec du recul, c'était bien. Mais sur le moment, c'était pas un parti plaisir. Ouais. Dans le chat, quelqu'un demande, est-ce que tu t'es formé en mécanique un petit peu ou pas du tout? Non, pas trop. Après, je faisais de la méca un peu avec mon père sur le kart, parce que forcément, mon père me disait qu'il fallait que je sois impliquée de A à Z et que moi aussi, ça m'intéressait. Mais après, plus tu montes dans le sport auto, plus c'est complexe. On a quand même, en tant que pilote, beaucoup de techniques, mais de là à faire de la méca sur une voiture, non. C'est un boulot différent, quoi. Les amis, il est 12h30, on a une invitée de prestige, ça me fait très plaisir de recevoir Dorian. Et comme vous voyez, j'ai un petit œil sur le chat, donc si vous avez des questions, des petites remarques, etc., comme d'habitude, on venait en double gestion, donc je peux remonter ces derniers. On va passer un bon moment ensemble, profitez-en comme il se doit. Tu nous disais justement, comment t'es rentré dans le karting via ton père, c'est ça? Il travaillait dedans? C'est ça. Alors, il a fait un peu de kart quand il était plus jeune. Okay. Après, il est toujours organisateur d'événements karting pour des entreprises, tout ça. Et quand j'étais petite, j'allais sur les circuits avec lui. Après, il m'a jamais vraiment forcé de faire du sport auto parce que aussi niveau budget, on n'avait pas la possibilité. Donc voilà. Après, c'était pour moi un environnement où je me sentais le mieux. Donc j'ai fait beaucoup de sport avant, beaucoup d'autres sports. J'ai fait du breakdance, du tennis, du judo. Du breakdance, du tennis, du judo. Ouais. Non, c'est propre. Si t'imagines. Ouais, non mais... J'étais aussi petite que ça. Du judo face à d'autres filles de ton âge comme ça, c'était comment? Mais j'avais 3 têtes de moins, c'était... Mais je les battais quand même, c'était drôle. Parce que j'avais cette mentalité de guerrière, je pense, qui a toujours été en moi. Et bon, après, dès que j'ai commencé le karting, j'étais trop petite au début. Okay. J'avais des problèmes de croissance sur mon squelette, j'avais 3 ans de retard par rapport aux enfants. En termes de taille? Ouais, en termes de taille. Ça crée un peu un rapport un peu bizarre, non, quand t'étais jeune? C'était un peu... par exemple, on pouvait pas faire un kart à ma taille, quoi. Je comprends. Donc, il fallait attendre, quoi. Après, c'est sûr qu'à l'école, après, t'es petit, donc si tu fais 3 têtes de moins, c'est pas un gros problème. Tu sais que tu vas grandir à un moment donné, mais du coup, c'était un peu long parce que moi, je voulais commencer le kart à 6 ans parce que mon père m'a toujours dit, le kart, tu peux commencer qu'à 6 ans. Donc, quand on regardait la Formule 1, quand j'avais 4-5 ans, j'avais déjà envie de mettre les fesses dans un kart. Donc, bon. Après, j'ai fait plein de sports, comme je disais. Je suis passionnée de sport en général. Donc, c'est ça qui me plaît énormément, la compétition aussi. Et puis après, quand j'ai commencé le kart, c'était l'évidence et j'ai tout arrêté, tout plaqué pour le kart. Sport auto. Ouais. Only. Ouais. C'est ça que j'aime bien, c'est que tu nous as parlé des sports que tu as pratiqués. En off, je t'ai demandé si tu suivais d'autres sports. Tu m'avais parlé par exemple du tennis. C'est vrai que du coup, tu as l'air plutôt porté, ce que je te disais, sur les sports plus individuels du coup. C'est vrai, c'est une bonne réflexion. Non, c'est vrai, je suis le tennis depuis toujours parce que j'ai joué aussi au tennis. Je suis le ski aussi. Ouais. Beaucoup. Il y a une personne qui m'a beaucoup inspirée, c'est Mikaela Shiffrin. Ok. Et quand j'étais petite, parce que c'était la seule référence féminine, entre guillemets, quand je regardais le sport. Mais après, j'avais Marcel Hirscher aussi, l'Autrichien en ski, qui a fait des résultats de fou. Et un ski
Magnifique. Moi, tu vois, le ski, j'ai moins suivi. Ah, c'est vrai. Je vais pas mentir, mais par contre, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup l'équipe TV à une époque. Ok. Et genre, je regardais l'équipe TV qui annonçait, tu sais, des résultats de tous les sports un peu. Ouais. Donc, même si tu t'intéressais pas au sport, t'entendais des noms. Ouais. Et moi, en termes de ski, j'entendais par exemple, genre Tessa Worley. Bah Tu as oui, des trucs comme ça. Non, mais oui. Mais... Par exemple, les deux athlètes que des t'as cités légendes. juste avant, ça me dit rien, mais Tessa Worley, je Mikaela connais. Shiffrin, tu connais pas? De nom, j'ai déjà L'américaine. entendu, mais ça m'a pas. Elle a plus de. Ok. C'est les globes de Ouais. cristal, c'est ça? Bah ouais. Elle a plus de 100 victoires en championnat. Enfin, en Coupe du Monde et tout. C'est. Ah bah dans le chat, ils disent c'est une goat, hein. Ils disent c'est Ah non, vraiment mais une c'est goat. une goat. Ah non, mais clairement. C'est la référence en ski. Et ben ça sera pour ma culture et pour la culture de ceux qui n'ont peut-être moins regardé justement ce sport. Et c'est toujours intéressant d'en savoir un petit peu plus sur le sport en général. Quand t'as commencé le kart, est-ce que t'étais l'une des seules filles à le faire ou alors est-ce que c'était déjà très les garçons et toi un peu de côté ou c'était comment? Bah, j'étais la seule, pour être honnête. Sur la grille, j'étais la seule. Il y en avait peut-être une ou deux, des fois sur des circuits, mais j'étais vraiment... Quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Okay. Et là, là, ça fait pas mal d'années que je suis dans le sport auto, on voit énormément d'évolution, c'est impressionnant. J'ai vu Le Toto sport, Wolff, il a dit évolue. maintenant sur genre une grille avec une Ouais. centaine de participants, maintenant il y a une quinzaine de participantes. En vrai, si je pense que tu regardes ceux qui viennent regarder la Formule 1, je pense qu'il y a 50-50. Je pense, Ok. Il sincèrement. C'est fabuleux le changement. y a de vraies Quelque vocations chose. qui se sont un Ouais. peu créées. Ouais. Et c'est en plus des personnes de plus en plus jeunes, quoi, qui s'intéressent au sport auto et tout, donc c'est intéressant. Bah grave cool. De toute façon, on sait qu'en général, ces trucs, c'est du travail de fond qui se fait sur des années pour produire du oui. résultat, tu vois. Ouais. Auprès des jeunes, auprès des enfants, auprès de tout. Toi, par rapport à ce que t'as connu, genre toi, t'es né en 2004, si j'ai pas de Ouais. bêtises. Donc, si t'as commencé le kart à 8-9 ans, bah tu vas le faire en 2012-2013. Ouais. Par rapport à toi, ce que t'as connu dans le kart en 2012-2013, le kart de 2026, il doit y avoir quand même déjà une Ah différence. bah oui, il y en a plein maintenant. Alors, c'est toujours un sport dominé par les garçons et par les hommes, en général, mais on voit beaucoup d'évolutions dans le sport et aussi plus de femmes qui font des travails comme ingénieurs, mécanos, team manager, tu vois, donc on en voit beaucoup plus dans les paddocks, donc c'est trop cool. Et beaucoup plus de filles qui pensent que maintenant c'est possible de faire du sport auto parce que comme il n'y avait pas de référence avant, ils ne pouvaient pas savoir s'ils avaient accès à ce sport avant, donc c'est chouette, quoi. Et la scène, entre guillemets, de kart, ça se passe comment? Moi, j'avais posé la même question, je me rappelle, à Isaac, parce que lui-même, il est passé par le kart. Entre le gars qui va le dimanche faire son kart avec ses copains, et il en reste là, et entre quelqu'un qui va vraiment faire genre des courses dont ça va être une pratique plus sérieuse. Ça se passe comment? Il y a des courses régulières? C'est dans la même ville, dans une région, sur des circuits? T'as déjà besoin de financement, de trucs? C'est comment? Alors, si tu veux faire des courses, et si tu veux faire une saison complète, il faut déjà acheter un kart. Ok. Il faut que ça soit le tien. Ou sinon, tu peux le louer à une équipe, mais bon, c'est un peu plus... tu sais pas vraiment avec quel matériel tu roules, tout ça. Donc, si tu veux bien faire les choses, il faut un kart. Bah, un moteur, forcément, un ou deux. Au cas où, mais bon, moi, j'ai toujours fait avec un, donc on n'avait qu'une chance. Et après, t'as des courses club, donc des courses dans ta région, des courses nationales, des courses internationales, courses mondiales. Voilà. Donc, t'as plusieurs... ça dépend de ton budget, ça dépend aussi de... Ton niveau, je suppose. De ton niveau aussi, maintenant, ça c'est sûr. Mais bon, généralement, on commence en course régionale pour quand t'es tout petit, t'as pas besoin de voyager ou faire le tour du monde. Alors, il y en a qui font, mais il y en a qui ont 8 ans, ils sont déjà en championnat du monde parce que ils roulent tous les week-ends et c'est comme ça, quoi. Du championnat du monde à 8, 9, 10 piges, c'est fou, hein. Ouais. J'ai du même mal à le conscientiser, tu vois. Ouais. Mais il y a de plus en plus de courses internationales maintenant. Il y en avait déjà avant, mais là, c'est vraiment l'actualité. Pour monter en puissance, il faut vraiment faire des courses internationales et mondiales. Après, moi, par exemple, dans mon histoire, j'ai jamais fait de course internationale. Ok. J'ai fait que un championnat du monde parce que j'ai gagné un ticket au championnat du monde de cartes. Mais sinon, j'avais pas le budget, donc j'ai roulé que en France, pratiquement. À l'inverse de Isaac, qui a eu un peu plus de courses internationales. Mais on a commencé ensemble. Je sais pas si tu savais. On a commencé, on avait le même âge, 9 ans, du coup. On a fait les mêmes courses. Est-ce qu'il y a une photo de vous qui existe ou pas du tout à cet âge-là? T'as pas vu Je l'ai pas retrouvée.
Mais t'inquiète, sortis, la régie va la sortir. Mais Ah, bah voilà. Ouais, c'est chouette. Non, on a même fait des endurances, des petites courses de 2 heures en karting ensemble. Après, il a forcément évolué un peu plus vite. Et moi, je suis restée en France faire du kart. Lui, il est passé en voiture après, en monoplace. Moi, je suis allée vers l'endurance. Donc, on a pris 2 voies différentes. Mais voilà, après, ça veut pas dire que si on fait que des courses régionales et nationales, ça veut pas dire qu'on peut pas réussir dans notre sport, quoi. Ouais, que tu peux pas développer un potentiel, quelque chose, ouais. C'est ça. Et toi, à partir de quel moment, tu vois, on comprend, ou de ton côté, ou surtout même de ta famille, parce que toi, tu devais être assez jeune, que c'était plus un hobby, mais un projet sérieux. Est-ce qu'il y a eu une saison à un âge ou une course en particulier où, waouh, là, Dorian, elle a gagné, il y a quelque chose de sérieux, elle roule vraiment bien? Ouais. En karting, t'es encore loin pour t'imaginer que tu vas avoir une carrière professionnelle, je pense. Mais je pense en 2019, quand j'ai gagné mon premier titre de championne de France, le déclic, c'était... il était là, quoi. Enfin, je me dis, j'ai pas envie de faire autre chose que du sport automobile. D'accord. Donc, je veux dédier ma vie entière au sport auto et je suis championne de France, donc j'espère avoir les opportunités pour la suite de ma carrière. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux rien faire d'autre, quoi. Et ça se passe comment sur la difficulté, tu sais, le classique d'être accompagné tôt dans la carrière, tu vois, dans tout ce qui est l'aspect financement, sponsor éventuel, etc. Toi, t'as vécu ça comment dans ta jeunesse? Est-ce que c'est tes parents qui ont travaillé pour essayer de faire en sorte de pouvoir soutenir ton activité? Est-ce que vous avez eu des personnalités qui vous ont suivi? C'était comment? C'était complexe, compliqué, pour être honnête, parce que dès que tu passes à faire des courses nationales, même régionales, hein, t'as les pneus, l'essence, la révision du moteur, enfin t'as tout qui coûte quand même, les déplacements, les hôtels, le championnat, donc ça fait quand même un bon budget, même quand tu commences le kart. Ok. Donc moi, à partir de 10-11 ans, j'ai commencé à démarcher toute seule. Enfin, mon père me disait, il faut que tu ailles voir cette personne, mais il me déposait en voiture et hop, j'allais vers les concessionnaires d'automobile. Attends, J'étais bourrée de stress, mais à 11 t'imagines même piges, pas. haute comme 3 pommes, t'allais et... Ah non, mais je dépassais pas du... Ah non, mais c'était Bonjour, vraiment... on cherche un sponsor pour ma carrière. Et 95% des gens disent non, bien évidemment. Logique. Donc c'était bam, 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 Enfin, c'était assez dur. Hein. Mais mon père avait un bureau... au-dessus de d'autres entreprises, tu vois, des grosses entreprises. Et tous les mercredis après l'école, j'allais les voir pour raconter mes courses. Ok. Et c'était juste des amis à mon père, donc je racontais, machin. Et un jour, mon anniversaire, à 12 ans, ils m'ont dit ok, t'as besoin de combien pour la saison? Donc, je suis née le 6 janvier, donc début de l'année du sport. Donc, ça tombait dans le bon timing. Voilà, c'est ça tombait dans le bon timing. Et voilà, ils m'ont financé ma saison pendant 3 ans. Magnifique. Les deux sociétés. Donc, c'était des sociétés de quoi, si tu peux les dire? Pop, des figurines. Ouais. Oh, les figurines Pop! Ouais. Ok, c'est stylé ça. Et si Franck me regarde, merci beaucoup. T'as lancé ma carrière, c'était génial. Et puis après, il y a Jérôme, enfin, c'est des gens qui m'ont aidé. Voilà. Mais... Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Évidemment. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé quand même pour donner un petit peu par-ci par-là pour que je puisse quand même faire le minimum, enfin, ce qu'il fallait pour essayer de réussir quand même. Et voilà, donc c'est chouette, on a toujours gardé le contact, bien évidemment. Grand respect, tu sais que franchement, grand respect de dingue, cette histoire, elle est propre médita. Après, je l'ai compris, parce qu'après le Zach en libre que j'ai fait avec Isaac, on a reçu un mail avec justement Hugo, où c'était pareil, un jeune pilote, tu vois, avec sa famille, qui ont vu l'émission et qui ont un peu démarché en mode si ça peut vous intéresser pour la carrière, il a un bon potentiel, il fait des bons résultats en carte, etc. machin. Et je me rappelle, je voulais répondre, j'ai oublié de répondre, mais je vais m'y mettre parce que franchement, ce serait dingue de suivre quelqu'un qui après derrière a cette réussite qui aura été déjà évidemment faite grâce à ses efforts et son talent, mais soutenu par des gens qui ont cru tôt, entre guillemets, tu vois. Exactement. Donc, attends, à l'époque, médiatiquement, c'était pas encore totalement développé, donc on n'avait pas cette idée de se dire il faut aller sur les plateaux TV, il faut aller faire des podcasts pour
Mais c'est vrai. Pour qu'on parle de toi, tout simplement. Bah, exactement. Et pour chercher des sponsors, faut toujours aller au bon endroit et voilà, parler de ton histoire, quoi. Je suis d'accord. Là, ça fait partie du job. C'est qu'en 2026, il faut le savoir faire, mais il faut le faire savoir. C'est ça. Bien dit. C'est la fameuse expression. Elle est assez connue, tu vois. Si tu es meilleur dans ton domaine, mais que pas grand monde ne le sait ou n'en a entendu parler, malheureusement, des gens qui sont meilleurs, moins bons que toi, mais qui font plus parler, bah, tu vois, ils peuvent obtenir plus de fruits, tu vois. Donc, on se comprend. Ce championnat de France que tu as remporté en 2019, c'est le premier vrai tournant. Premier vrai tournant. Et c'était la seule course de la saison que j'ai faite parce que j'avais vraiment zéro budget. Donc j'ai dit à mon père, on vise que le championnat de France. C'est la course qu'il faut gagner et puis il faut tout mettre là-dedans. Et on l'a gagné et c'était le premier vrai tournant, oui. Parce que forcément j'avais l'âge de 15 ans, donc passer en auto. Donc avoir un titre en karting, ça aide quand même. Donc voilà, après ça, j'ai fait une sélection internationale qui m'a permis de faire connaître et d'avoir des opportunités déjà de commencer à rouler sur des voitures, quoi. Ça correspond à quoi exactement, une sélection internationale ? Une sélection internationale, c'est la Girls on Track Racing Star. Là, c'était vraiment une sélection 100% féminin pour donner la chance aux pilotes féminines d'avoir un lancement de carrière, quoi. Et en gros, ils sélectionnent. Combien ? Je crois qu'ils en sélectionnent 20 ou 25 au début. Il y a des sélections karting avant. Après, ils en prennent 10. Les 10, ils font en auto. Et après, ils en prennent 4 pour la finale. 8 et 4. Donc, il y a eu semi-finale, finale. Et toi, t'as passé toutes les étapes ? Toutes les 4. Ouais. J'étais dans les 4 derniers. Et puis voilà. Et puis après, j'ai rencontré du monde grâce à ça. Et j'ai pas gagné cette sélection, mais j'ai rencontré du monde. Et tu t'es fait suffisamment remarquer pour que... C'est ça. Et quand on parle là, tu vois, t'avais 15-16 ans, t'étais comment en termes de gestion du stress, comportement dans la voiture ? Parce que là, tu vois, on t'entend parler calme, posé, mature, propre. Mais un compétiteur dans une voiture, dans un moment de pression, dans un moment de haute tension, tu vois. Il y a forcément un côté rage ou autre qui sort un petit peu. C'était comment pour toi dans la voiture en termes de mental, de comportement un peu ? Moi, je suis toujours à 100% engagée sur ce que je fais, donc vraiment ultra focus, ultra concentré et dédié à ce que je fais. Enfin, vraiment écouter un maximum les ingénieurs, écouter, apprendre le maximum de jours, écrire tout sur un carnet et tout ça. Donc, je suis vraiment cadrée là-dessus. Par contre, quand je suis dans une voiture, forcément, oui, j'ai la rage. Oui, j'ai envie d'aller le plus vite possible et j'ai cette envie, quoi, de gagner, de tout gagner, quoi. Mais après, je suis assez calme quand même sur le circuit. Ouais. T'as quand même un petit goût du risque ou pas quand tu conduis ? Bah oui. On est obligé, sinon on va pas vite. Hein. J'aime bien le bah oui. Bah oui. Bah, c'est évident, c'est en nous, ça, le risque. C'est tous les pilotes. Ah bah oui. Certains plus que d'autres. Oui, mais les haut niveau, on prend des risques de fou et puis ça fait partie de notre histoire, quoi. Comment t'as fait ce passage du karting à la voiture ? C'était complexe parce que du coup j'ai fait cette sélection qui m'a permis de rencontrer pas mal de gens, mais sinon je voulais trouver le budget qui était à cette époque-là 150 000, 200 000 pour faire de la F4. Donc c'est le prix d'une maison, quoi. À chaque fois je l'entends, mais à chaque fois que je le réentends, ça me recloue un de... Ouais. C'est décevant. Tellement cher. C'est décevant. C'est tellement cher. Mais du coup, impossible de trouver le financement. Donc il fallait que je rencontre le maximum de personnes. Et donc ça s'est fait comme ça. Renault m'a invité pour faire 3 courses de Clio Cup. Ok. Donc, et après, je suis passée en endurance grâce à Iron Dames qui m'a pris dans leur projet. Donc ils étaient en endurance et c'est comme ça qu'ils m'ont lancé ma carrière pro, quoi. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi la grande différence entre l'endurance et la monoplace ? Tu nous l'as dit, l'endurance, c'est des courses de 6, 12 ou 24 heures. Je vois bien qu'en monoplace, tu cours pas 6, 12 ou 24 heures. Ouais. Mais il y a aussi des différences en termes de voiture, de comportement sur le circuit. C'est comment ? Alors, les monoplaces, plus globales, hein, si je parle vraiment global, c'est des voitures légères,
avec pas mal d'aéro. Et donc, rapport poids-puissance, ça match, quoi. Et ça va vite. Et donc, c'est des courses assez courtes. Donc, entre 30 et 1 heure max. On est seul dans la voiture. Et voilà. Et il y a les catégories F4, c'est le tout début. Ça fait 500 chevaux, 500 kilos, pardon, et 170 chevaux. Ok. Donc, petit moteur quand même. Après, il y a la F3, la F2 et la Formule 1. Et la fameuse F1. Ouais. Voilà. Et l'endurance, c'est des voitures beaucoup plus puissantes. Ok. C'est des catégories GT, donc les berlines, donc toutes les marques. Il y a Mercedes, Ferrari, Lambo, McLaren, voilà, Porsche, enfin, tous les constructeurs. Et après, il y a d'autres catégories. Il y a la LMP2. C'est ce que j'ai vu. Celle que je roule aujourd'hui. Donc, c'est un prototype comme on voit aux 24 heures du Mans. Ça fait 690 chevaux et 900 kilos. Donc, rapport poids-puissance, c'est pas mal. Là, c'est pas le 170 que je lui disais avant. C'est ça, voilà, on est d'accord. Et après, il y a la catégorie reine de l'endurance, qui est la F1 de l'endurance, qui s'appelle l'hypercar. Ok. Et là, il y a tous les constructeurs de nouveau qui ont construit leur hypercar de A à Z, comme la Formule 1 au final. Donc, il y a tous les constructeurs et c'est un championnat du monde d'endurance. Voilà. Et les 24 heures du Mans, du coup. Tu sais que c'est très clair. Genre, ça fait. Oui, j'aime bien parce que ça permet de vulgariser, de comprendre un petit peu. Ouais. Tu vois, comme. Pareil, genre, moi, je fais mes recherches, je suis moins l'endurance, tu vois. Donc, j'arrive, je vois LMP2, hypercar. J'ai vu, tu vois, plein de termes très techniques. Et à chaque fois que je clique pour pousser un peu plus, je vois juste des voitures avec quelques variations. Mais de mon œil de non-expert, je comprends pas tout ce qui fait la différence entre ces trucs. Donc, déjà, merci pour les explications. Et ça les rend vraiment plus clairs. Qu'est-ce que les courses de 6, 12 ou 24 heures, elles t'ont appris mentalement? Ça se passe comment? C'est des relais, je suppose. Chaque fois, j'ai vu sur ces courses, vous êtes 3-4. Exactement. Sur les courses de 24 heures, généralement, on est. Alors, en GT, on peut être 4. Okay. Mais dans les catégories supérieures, on est souvent 3. Pas plus. C'est des courses longues. Généralement, c'est réparti. Alors, on peut rouler 4 heures sur 6 heures de course, par exemple. D'accord. Quand on parle d'une course de 24 heures. Donc, on ne peut pas rouler plus de 6 heures d'affilée, par exemple. Okay. Donc, généralement, on fait des relais de 2 heures, 2 heures et demie. Après, on switch de pilote. Voilà. Et on fait la stratégie en fonction de forcément la météo, qui roule mieux la nuit, qui machin. Mais normalement, quand on est tous pilotes pro, on fait pas la différence et on roule à n'importe quel moment de la course. Quoi. Ah ouais? Il y a pas un bail de genre, moi je préfère plutôt cet horaire. Non. Genre tu dois être performant partout. Okay, Sinon t'as pas ta place. T'as pas le luxe de moi franchement 8h du matin je suis pas mal. Ouais, c'est ça. Franchement j'aime bien quand je fais grasse mat. Non pas du tout. Non y a pas. Non y a pas. Mais voilà après ce que ça m'apprend mentalement, enfin c'est des courses monstrueuses. Hein. Il peut se passer des dingueries de fou. Enfin c'est fabuleux les courses à regarder. Alors c'est dur à suivre de distance forcément parce que c'est des courses longues. Ouais. Mais il se passe tellement de choses que même à la dernière heure, donc la 23e heure de course sur 24 heures, ça peut tout remettre à zéro. Il suffit d'une safety car, tout le monde est regroupé. Et là, bam, ça repart. Ça joue en 1 heure de course, quoi. Alors que t'as fait 23 heures avant, quoi. Et quelqu'un pose la question dans le chat, et c'est vrai, quand tu sors d'un relais, ça reparle directement stratégie, ça mange, ou est-ce que tu trouves par exemple le temps de dormir un peu? Ou alors il y a trop d'adrénaline, tu dors pas? Alors sur les 24 heures, oui, on dort. Sur les courses de 6 ou 12 heures, non. Mais logique, les 24 heures, oui, c'est vachement structuré. Alors, normalement, on a le run plan, ça s'appelle le plan de quand on passe, de quand on est dans la voiture. Okay. Donc, on a les horaires exacts. Bon, ça peut changer en fonction de la stratégie, mais généralement, on se lève un relais avant qu'on monte. Comme ça, au cas où le pilote il a besoin de sortir en urgence, ou tu peux reprendre. C'est nous qui reprenons. Donc, on se lève généralement 1h30 avant qu'on monte. On mange un peu. Après, on s'échauffe. On monte dans la voiture, on fait un relais de 2 heures. Et après, on fait récup. Donc, soit rapidement un peu d'ostéo ou kiné. On remange. On dort vite fait. Il y a quelqu'un qui forcément doit être là pour
pour nous réveiller au bon moment et puis continuer ce plan de stratégie. Ça doit être tellement dur de trouver le sommeil. À des moments, tu dois pas y arriver. Mais en plus, tu dors dans des camions ou dans des mobilhomes, mais t'as les murs qui vibrent avec tout le bruit des moteurs et tout. Toutes les 2 secondes. Ouais, c'est ça. Tu dors avec des boules qui est, mais t'entends quand même les moteurs, quoi. Enfin, parce que t'as plus de 60 voitures qui roulent en piste, donc c'est sûr, tu te tapes pas la meilleure nuit de ta vie, mais rien que fermer les yeux, déjà, c'est important de se poser et prendre du temps pour soi aussi, quand même, pour que notre corps il se repose et qu'il régénère avant de remonter dans la voiture. Et dans ces courses de 24 heures, quand t'as un relais de 2 heures, 2 heures et demie, Ouais. il y a, à quel point il y a de l'action? Genre, je me doute qu'il y a beaucoup de gens en piste, qui doivent avoir des dépassements, des gens qui s'arrêtent, d'autres qui continuent, etc. Mais sur des relais, en termes d'action, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des moments où genre tu navigues presque en pilote auto ou il y a un focus de tous les instants? Non, focus de tous les instants. Je pense que c'est impressionnant comment l'humain il arrive à tenir aussi longtemps quand même sur des courses comme ça où on dort très peu, tout ça. Mais enfin, tous les sports sont impressionnants si tu regardes en haut niveau. Donc ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion, beaucoup de précision aussi. Même s'il est 3 heures du mat, tu dois donner le meilleur de toi-même et le meilleur pilotage possible, quoi. Parce que il faut être bon stratégiquement et il faut être bon sur la piste, il faut être bon quand tu sors des stands, faut pas te prendre je sais pas 2 minutes pour te mettre dans le rythme. Il faut que tout de suite tu sois dans le rythme. C'est pour ça qu'on fait des warm-up, c'est pour ça qu'on fait de l'activation avant, c'est pour que mentalement on soit déjà dans le mode guerrier, quoi, dans le mode à fond, quoi. J'ai vu qu'en 2022, vous aviez remporté les 24 heures de Spa en catégorie Gold. C'est le premier gros moment de ta carrière? Ouais. Bah déjà, c'était... si je dis pas de bêtises, je crois que c'est mes premières 24 heures de course. Le flow. Et j'ai gagné. Ouais. Oh, le flow de dingue. On a gagné. Gagner les premières 24 heures que tu fais, c'est... Ouais. Et en plus, celle-là, c'était une catégorie seulement, donc c'est que des GT. Donc 60 GT sur le circuit de Spa, qui est mythique. Dans toute la partie sinueuse et tout, il n'y a pas de lumière. Il y a 0 lumière, donc il n'y a que nos phares, on voit que dalle. Vraiment, fabuleux. Tu pilotes à la connaissance presque. Ah ouais, vraiment, au par cœur, tu vois. On sait où mettre la roue et tout, mais c'est fabuleux. Et on était vraiment... alors, on pensait faire un top 10, un top 7, mais on pensait... Alors, on se prépare toujours à gagner, forcément, parce que les 24 heures de course, on peut s'attendre à tout. Mais vraiment, on s'attendait pas à gagner. C'était fabuleux. C'est quoi un peu le film de la course en rapide? Qu'est-ce qui fait que... Quel est le moment qui te fait passer de on s'attendait à 7-10 à oh, on est premier? Quand tu passes la nuit, déjà, tu te dis, c'est bien. Mais quand t'arrives dans les 4 dernières heures de la course, là, tu te dis, t'es vraiment bien. Vous étiez combien à ce moment-là dans les 4 dernières heures? Je crois qu'on était 2 ou 1. Ok. Donc, ouais. Donc bien placé pour... Ouais, bien placé. Parce que la nuit, il se passe tellement de trucs que nous, on est resté vraiment... Bah là, c'est le podium. Moi, j'ai pas dormi de cette course parce que j'ai pas réussi à dormir. Première 24 heures, toujours dans l'euphorie, dans le truc. J'ai pas réussi à dormir, j'étais éclatée à la fin de la course. Parce que... Oh, la décompression mentale que tu dois avoir. Mais par contre, quand j'étais dans la voiture, parce que j'ai roulé bien 9 heures, je pense. J'ai roulé... C'était moi là, qui avait le temps... le plus gros temps de roulage? Le plus gros temps de roulage, ouais. Par contre, j'étais toujours nickel. Ok. Mais par contre, la dernière heure de course... C'est toi qui l'as fait? Non, c'est pas moi. Mais la dernière fois que je suis montée en voiture, j'ai oublié que j'avais de l'eau dans la voiture. Oh merde, donc t'as pas bu? Non. T'as souffert de déshydratation? Bah, un peu après, oui, j'étais pas bien. Mais après, forcément, j'ai rebu et tout allait bien. Mais c'était une course fabuleuse. Il s'est passé tellement de trucs vers 5h, 6h du mat que quand on sait qu'on avait passé ce gros, il y avait des crashs de partout, enfin bon bref, il y avait plein de choses qui se passaient. Ce gros bloc. Ouais, ce gros bloc, on était vraiment contents et après quand on voit les 30 dernières minutes, tu dis attends, mais t'es premier là, et tu passes, tu t'attends les derniers tours, tu dis non mais il va se passer un truc, c'est sûr, mais tu sais, tu t'y attends pas en fait. Parce qu'à ce moment-là, en plus, l'avance que vous avez construite, elle doit se jouer en tour complet. Ah bah oui.
Et puis le dernier tour, t'as l'impression que il va se passer un truc, tu vois, que le moteur il va s'arrêter, qu'on va avoir un problème mécanique. Tu sais, tu t'imagines. Ouais, une roue va crever, t'en sais rien. Ouais, voilà. Et puis non, on passe la ligne, incroyable, mais vraiment exceptionnel. L'ambiance dans le garage, les émotions de chacun, la famille qui était là avec moi, enfin c'était magique. Quoi. Tu sais, j'essaye de conscientiser comment t'es. Toi, tu nous as dit que t'as roulé 9 heures, genre de la 8 à la 9e heure. Ouais. À refaire le même circuit, sans avoir dormi, c'est ça. Sans boire, comme tu nous l'as dit. Tu dois être vraiment les yeux plissés comme ça et tout, ça doit être... Ah non, mais t'es éveillé total, hein. Mais ton corps, c'est impressionnant, comme frais, comme si t'avais pas roulé 9 heures avant. Et après t'as un contre-coup. C'est sûr, le lendemain, j'avais des yeux rouges et tout. Enfin, tu te rends compte que t'as fait quand même une course extrême et que voilà, quoi. Que t'as poussé ton corps à la limite, quoi. Mais c'est fabuleux quand tu réussis un exploit comme ça. C'est magique. C'est beau parce que j'ai vu que tu avais également gagné un truc qui s'appelait le Ferrari Challenge, je crois, à 18 ans. Ouais. Et dans l'article où tu gagnes le Ferrari Challenge, il disait est-ce qu'elle peut gagner à la fin? Je me rappelle parce que j'ai lu l'article, c'était écrit est-ce qu'elle peut gagner Spa? Et tu l'as fait juste après. Ouais, c'était la même année. Ouais. Alors, c'est 2 championnats différents. Ouais. Le Ferrari Challenge, c'était des courses sprint. Ok. Donc, des courses de 1 demi-heure à peu près. J'étais toute seule dans la voiture. Donc, ça, c'était purement... c'était ma saison, mon championnat, enfin le championnat principal que je faisais dans l'année, dans 2022. Et j'ai eu 9 victoires, je sais plus. Bon, bref, j'ai gagné le championnat. Pareil, la voiture, elle faisait presque 700 chevaux. Donc assez puissante et voilà. Et donc, du coup, ça m'a permis après qu'on me donne le volant en 24 heures de Spa. Parce que au début, ils devaient le faire à 3 et ils m'ont rajouté. Et après, j'ai fait d'autres courses en championnat d'Europe aussi, cette même année, où on a même gagné la dernière course du championnat, où j'ai parié un truc. Enfin, faut que je te raconte, mais... Qu'est-ce que t'as parié? En gros, il fallait alors, c'est le championnat d'Europe. Ouais. Donc, je suis arrivée pour les 2 dernières manches du championnat d'Europe. D'accord. Et... pardon. Non, t'inquiète. La course, j'ai dit, si on gagne cette course, au patron, j'ai dit, si on gagne cette course, tu me mets dans la LMP2. Donc, c'était la catégorie au-dessus. Tu me mets dans la voiture LMP2 le lundi, parce qu'il y avait des rookie tests, donc des tests de pré-saison de l'année d'après. Et il y a plein de gens, plein d'équipes qui restent sur le circuit après l'événement. Donc, c'est l'occasion de se montrer. Ouais, ou de tester pour préparer la saison d'après, quoi. Et moi, j'ai parié que si on gagnait cette course, il fallait qu'ils me mettent dans la voiture. Voilà. Et on a gagné cette course, mais la course, le truc improbable, il a plu un déluge. Ouais. On était tous en pneus slick, donc en pneus, en slick. Et tout le monde a boxé pour mettre des pneus intermédiaires. Ouais. Et nous, on est restés en slick. Et c'est moi qui étais dans la voiture. Mais comment t'as fait pour réussir à... Je suis restée en piste et après il a séché. Rayon de soleil, bam, il a séché. Parce que tu vois, le choix de rester en piste, c'est ce qui avait fait perdre Norris il y a quelques années. Je me rappelle parce que je l'avais suivi cette course, tu vois, il était resté et à la fin, il perdait des secondes par rapport à ceux qui avaient pit. Toi, vous aviez fait la décision de pas pit et vous aviez gagné. Attends, on est resté, donc il pleuvait et tout, il a séché, machin, on était plus vite. Il a replu, on est resté en piste. Il a plu 3 fois comme ça. Et on a gagné cette course. La dinguerie. C'était où? Portimao. Portugal. Ouais. Et du coup, après le podium, je fais demain, LMP2. Et du coup, non, c'est pas possible. On a déjà nos pilotes pour l'année prochaine et tout. Je fais si, LMP2 demain. Du coup, j'ai roulé. Et ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont mis dans la LMP2 l'année d'après en championnat du monde. Donc, oh la bosse de dingue. La bosse de dingue. 6 conseils, faut parier dans la vie. Faut forcer. Non, c'est bien. Tu sais que franchement, l'histoire de dingue. Ouais. Avec la pluie, etc. Faut être machin. dans la vie. Bah oui. Des fois, quand le truc se présente devant toi, faut le saisir comme ça, tu vois. Franchement, impressionnant. Et la décision de rester alors qu'il pleuvait, c'était toi ou c'était les ingés ou c'était un peu les deux? C'était un mix des deux. C'est une discussion, forcément. Les ingés qui voient tout le monde rentrer en inter, on voulait faire pareil. Mais il y avait un ingénieur de pneus aussi qui nous conseille quel pneu choisir aussi, qui
qui est là en support de l'équipe et qui nous avait conseillé de rester en slick parce que c'était un pari à faire, parce que c'était pas débile la décision, parce que c'était fondé, il y avait une réflexion. Voilà, et puis on savait que c'était une averse, c'était pas une pluie constante quoi, aussi avec les radars météo, tout ça. Donc, bon, voilà. Magnifique. Ouais. On parle souvent, j'ai lu en lisant à ton propos que ça disait que tu avais une capacité d'adaptation très rapide. C'est quoi pour toi ta plus grosse qualité? L'adaptation, je pense. Ouais. T'es d'accord avec ce qui est dit du coup? Ouais. Parce que je pense dans ma carrière, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités parce que le budget il était un peu serré, et donc du coup chaque opportunité pour moi c'était ma dernière chance. Okay. Je l'ai prise comme ça, et donc j'ai été obligée de m'adapter rapidement. Sinon j'allais pas extraire le maximum de l'opportunité, et j'allais pas avoir toutes les opportunités que j'ai eues dans ma carrière. Donc je pense que cette capacité d'adaptation m'a permis d'avoir d'autres opportunités dans ma carrière, parce que j'étais vite tout de suite dans les voitures dans lesquelles j'ai roulé. Ouais. Même si je les connaissais pas trop, c'est aussi, je pense, ma plus belle qualité, c'est la préparation que je fais en amont sur tous les événements, toutes les opportunités que j'ai dans ma carrière. Je prépare un maximum avant. Ouais. Tu mets un max de sérieux. Ouais. Et je m'intéresse un maximum au sujet pour être sûr que quand je roule, j'ai aucune question dans ma tête, que c'est clair et que je sais exactement ce que je fais. Donc je pense que c'est la combinaison entre la prep et l'adaptation qui m'a fait, je pense, réussir dans ma carrière sportive. Fort. Et justement, avant qu'on discute un peu du passage en monoplace, c'est une question plus abstraite où je vais un peu te demander ton avis, puisque toi, du coup, tu as fait de belles choses en endurance et tu vas même encore courir dedans. Tu vois, dans beaucoup de sports, il y a la question sur le fait de pouvoir attirer plus de jeunes, de des fois trouver des manières de rendre les parties plus rapides pour s'adapter au temps d'attention qui baisse, machin, nanana. Quand je dis ça, c'est que l'endurance, tu nous l'as dit, 6, 12, 24 heures. Est-ce que sur la scène de l'endurance, il y a des questionnements sur ce sujet, sur comment rendre le sport plus attractif pour les jeunes, les nouveaux qui peuvent s'y intéresser? Est-ce qu'il y a des débats autour du fait que c'est peut-être parfois long ou autre? Moi, je demande ça en tant que personne qui forcément ne suit pas la scène d'endurance, mais est-ce que c'est des questionnements qu'il y a dans cette pratique? Certainement, forcément, parce que je pense dans le sport auto, la catégorie qui fait plus vibrer, c'est la Formule 1, parce que médiatiquement parlant, c'est ce qu'il y a de plus médiatisé. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que les gens ils s'intéressent plus à la F1 que l'endurance. Mais je pense que on a vraiment un but, nous, en tant que pilote, mais aussi en tant qu'organisation, tout ça, de promouvoir l'endurance, parce que c'est vraiment fabuleux à suivre. T'as des applications pour suivre, Okay. t'as des live timing, t'as forcément des on-board donc que tu peux avoir dans les voitures, donc c'est des caméras embarquées que tu peux suivre si tu veux les suivre plus proches, enfin les suivre, être plus impliqué dans ce côté un peu pilotage, tout ça. Si t'es passionné de pilotage, passionné de voir des on-board, des caméras embarquées, t'as accès à ça sur certaines voitures qui sont sélectionnées par le championnat. Donc t'as quand même un niveau de suivi qui est carré. C'est ça. Et puis après, les événements, ils sont de plus en plus développés pour que, tu vois, il y a des villages pour les fans, qui pour être dans l'immersion des 24 heures du Mans, des grosses courses, d'un championnat du monde d'endurance. Il y a des fan zones, il y a les tribunes forcément. Il y a même des fois des endroits pour camper, tu vois, pour vivre amplement, rester sur le circuit. Et donc c'est vraiment. Donc il y a des choses qui sont mises en place un peu pour faciliter, rendre le truc plus. C'est moins médiatisé pour le moment, et on veut de plus en plus médiatiser forcément pour qu'il y a plus de gens qui s'intéressent, parce que je pense que c'est tout aussi intéressant de suivre que la Formule 1. Il y a les constructeurs qui sont là. On parle d'un championnat du monde, quoi. C'est le plus haut niveau du sport auto, quoi, en endurance. Donc
c'est vraiment le but, quoi. Quelqu'un dans le chat disait les on-board avec le son des voitures, c'est incroyable, et souvent aux 24 heures, c'est les constructeurs eux-mêmes qui diffusent sur YouTube. Ah, mais c'est fabuleux. Mais oui, c'est facile d'accès, quoi, pour les gens. Donc, en plus, tu vois tous les dépassements, la gestion du trafic, les box, les arrêts au stand, les changements de roue. Tu vois tout dans la caméra embarquée. Ça se voit que ça te passionne de dingue. Ah non, mais moi ça se voit là que là, t'as 2 heures de plus à me parler de ça, là. Quand je parle de préparation, moi, je regarde beaucoup de vidéos. Et par exemple, une vidéo de 1 minute 30, d'un tour de 1 minute 30. Je le regarde pendant 2 heures, 2 heures et demie. Pour l'analyse. Les détails, Je m'arrête image par image et tout. Je note tout, quoi. À quel point tu regardes toutes tes courses? Je regarde un peu, ouais. Pour voir les dépassements des autres, ouais. Apprendre des autres aussi, machin. Et aussi analyser ma course. En tant qu'équipe, c'est important après, on a plein de débriefing et tout, après course. On va à l'atelier, on débriefe, on analyse stratégiquement la course, la gestion des pneus, de l'essence. Enfin, il y a plein de choses techniques qu'on revoit et qu'on regarde avant de chaque course, quoi. Donc voilà. Quand on regarde un petit peu tout ça au début des années 2020, tu vois, donc comme on dit 2021, 2022, tu as eu une trajectoire en endurance qui fonctionnait très bien. Pourquoi tu as fait le choix de un peu quitter cette trajectoire qui fonctionnait bien pour tenter la monoplace? Parce que mon rêve, c'est la Formule 1. Enfin, parce que mon objectif, c'est la Formule 1. Avant, c'était un rêve, maintenant, c'est un objectif. Parce que quand Mercedes t'appelle et qui te dit que tu peux rejoindre l'équipe et une des équipes les plus prestigieuses en Formule 1 avec le plus de succès, tu peux pas refuser, quoi. Enfin, et puis c'est une expérience et une opportunité unique que tu as une seule fois dans ta carrière et une seule fois dans ta vie. Donc, bien sûr que c'était un coin de ma tête et c'est la direction où je voulais aller. À un moment donné, même si j'étais en endurance, je voulais absolument être en monoplace pour avoir cette chance-là et cette opportunité-là. Et comment il t'appelle? C'est quoi, genre t'as pas eu ton téléphone qui a sonné? Allô, c'est Mercedes? Non. Comment? Non, après, dans le sport auto, tout le monde se connaît. Donc, ça en est discuté à la fin de mon année 2023, quand j'ai fini mon championnat du monde d'endurance, ma saison championnat du monde. Forcément, avec mon équipe, on parlait de faire ce switch en monoplace. Et comme il y a un championnat qui a été créé, la F1 Academy, pour les femmes, en gros, c'est un championnat 100% féminin. Ouais. Qui est aussi, en gros, c'est des F4, donc ouais. la base de la monoplace, les plus petites voitures. Et ce championnat, chaque constructeur devait miser sur une femme, sur une pilote féminine. Voilà. Et du coup, Mercedes voulait me prendre dans leur académie, dans leur junior. Magnifique. L'académie junior. Et en amont, faire ce championnat et représenter Mercedes. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et on roulait à côté de la Formule 1. Donc, c'était dans les mêmes week-ends. Donc, niveau visibilité, niveau opportunité. Niveau suivi populaire. Puis suivi d'un constructeur, quoi. En Formule 1, c'est fabuleux, quoi. On grandit tellement, on apprend tellement de choses. On vit dans les mêmes... Enfin, on passe les mêmes week-ends à côté de la Formule 1, on apprend tellement de choses. On peut voir tous les grands prix, on peut suivre, on peut travailler avec l'équipe de Formule 1, tout ça. Donc, c'est une chance inouïe, quoi. Donc, forcément, on ne peut pas refuser ça. Et il fallait que je réussisse ce passage en monoplace avec Mercedes pour la suite, quoi, de ma carrière. Avant même de parler de F1 Academy, j'ai vu que tu avais aussi, en 2023, découvert la F4 avec Prema au championnat d'Asie du Sud-Est. Ouais. Où tu finis 2e. J'ai vu une victoire, 4 podiums sur 6 courses. Ouais. C'est belle, en fait, c'est des championnats de préparation, en fait. On a les championnats principaux en Europe ou au niveau mondial. Ouais. Et on va souvent aux Émirats ou en Asie pour rouler en novembre, décembre, janvier, février, là où c'est la période creuse. Ouais, c'est ce que... Pour pas avoir de période creuse, quoi, en gros. Et du coup,
comme fin 2023, il y avait déjà ces discussions avec Mercedes, il fallait que je fasse quelques courses avant en monoplace pour que j'apprenne la voiture, pour que voilà. Et j'ai fait ce championnat Asie où j'ai fini deuxième du championnat, je crois. Ouais. Belle. Ouais. Et l'adaptation à la voiture, elle s'est faite vite? Ouais. La fameuse adaptation rapide. Ouais, bah après, tout ce qui est technique, tout ça, il fallait. Alors, je pense que tu apprends beaucoup de choses en endurance déjà, et je suis arrivée avec pas mal d'expérience. Mais tout ce qui est niveau pilotage, ça n'a rien à voir. Faut tout réapprendre de A à Z, parce que niveau style de pilotage, ça n'a rien à voir. Niveau technique, sur les freins, sur tout ça, tout ce qui est. Voilà, enfin bon, bref. Est-ce que ça n'a même rien à voir avec le simulateur? Bah, simulateur, ça dépend ce que tu fais. Si tu fais du simulateur pour de l'endurance, ça a un rapport avec l'endurance, mais Logique. Forcément, quand je me préparais pour faire de la monoplace, j'ai fait du simulateur et ça m'a un peu préparé, mais il n'y a rien de mieux que la réalité, et d'où l'importance de faire des courses comme ça en Asie ou aux Émirats pour se préparer pour la saison, quoi. Bah du coup, j'ai vu 2024, j'ai l'impression que t'as vraiment focus monoplace sur plusieurs championnats différents. Ouais. J'ai noté effectivement la F4 UAE Émirats Arabes Unis, comme tu nous le disais, pour pouvoir rouler. La F1 Academy, où tu finis deuxième cette saison-là. Et t'as même fait de la FRECA, le championnat régional européen. Comment on mène plusieurs championnats différents en même temps? Parce que j'ai l'impression que c'était dur. Ah si, il y a 365 jours dans l'année et que tout rentre, on le fait, quoi. Bah après, c'est forcément, comme on était un peu décalé par rapport aux autres avec qui je me battais dans les catégories, parce que eux, ils étaient là depuis 1 ou 2 ans dans la catégorie, forcément. Moi, j'avais 2 ans de retard, ou à peu près. Même si j'ai fait de l'endurance, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on dit que j'avais 2 ans de retard. Donc, plus je faisais de courses, mieux c'était. Forcément, plus on roule, plus on progresse, quoi. Plus on prend de l'XP, plus on gère la voiture. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de championnats, dont le championnat UAE qui est ultra relevé, parce que tout le monde va là-bas. Ok. C'est l'antichambre un peu du début. Ouais. C'est vraiment pour préparer la saison, tout le monde va là-bas. Tout le monde passe 2 mois là-bas. Ok. Et j'ai gagné une course d'ailleurs en février 2024. Magnifique. Devant tous les gars, où j'étais la seule sur la grille. Magnifique. Donc, il y avait qui comme gars peut-être sur cette course, si tu t'en Freddy rappelles? Slater. Ok. C'est un très très bon qui est en Formule 3 maintenant. Génial. Il y a Kin Nakamura Berta, il y avait Alex Powell, il y avait pas mal de monde. Des beaux noms. Ouais, des bons noms. Des jeunes encore qui sont pas en Formule 1, mais qui montent en puissance dans les catégories juniors. Ouais. Et la F1 Academy, c'était comment justement cette expérience? Tu nous l'as dit, c'était une initiative pour justement que des pilotes féminines, je crois de moins de 25 ans si je dis pas de bêtises, c'est ça, qui puissent justement disposer d'un endroit où évoluer, où réussir à découvrir un peu la monoplace pour éventuellement susciter ou créer des carrières un petit peu. C'était comment cette expérience sur cette première année-là? J'ai vu que tu as fait vice-championne. Ouais. C'était vachement différent des autres championnats, forcément, en monoplace, parce que c'est beaucoup plus médiatisé. Et puis, tu es à côté de la Formule 1, donc tu sais que tes regards, ils sont sur toi et que tu représentes un constructeur, donc c'est pas la même chose. Tout est un peu amplifié. Mais après, ça reste un championnat comme un autre, et c'est sûr qu'il fallait performer. Fallait même si c'était ta première année, moi, je voulais gagner... et passer à la chose suivante. Logique. Voilà, elle était comment la concurrence? Elle était là, elle était relevée. Je pense que le top 7, il était quand même costaud. Et c'était des filles qui avaient beaucoup plus d'expérience quand même, qui avaient à peu près le même âge, ou 1 an de plus, mais qui avaient fait 3-4 ans en monoplace avant. Donc, dans le rapport à la voiture, elles avaient du temps d'avance. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'on était bien pour une première année. Ouais. Bah, j'ai vu 3 victoires, 5 pôles, 8 podiums. Ouais. Ouais, pas pour mal. Une première année, c'est fort. Oui. J'étais un peu déçue forcément parce que j'avais pas gagné le titre. Mais je pense que des fois, c'est bien de pas gagner et de continuer à... L'année d'après. Voilà. L'année d'après, c'est la victoire. T'as fait championne en 2025. Ouais. C'était quoi la grande différence entre 2025 et 2024? Qu'est-ce que tu as changé entre ton 2024 et 2025 pour réussir à arriver à cette victoire? Je pense que je me suis développée en termes de... sur tout ce qui est niveau technique, pilotage, j'ai vraiment fait un step. Ok. J'étais beaucoup plus préparée. Je savais à quoi je m'attendais aussi parce que j'avais fait le championnat l'année passée. Et je
pense que j'étais 10 fois plus prête que. Je connaissais Mercedes aussi. J'avais tout ce processus stratégique de comment performer. Je connaissais l'ingénieur aussi. Ouais. C'était ma 2e année avec lui. Donc, je pense qu'en globalité, on était beaucoup plus solide. Et c'était voire plus relevé que la saison 1. Donc, la première saison, la première année. Et c'était super serré parce qu'en fait, ils ont changé le format de course. Ok. Donc, en gros, la première course, il y avait des qualifs. La première course, c'était le top 8 inversé. Donc le 8e partait premier et ainsi de suite. Ouais. Sauf que du coup, tu marques moins de points. Tu marques la moitié des points en grille inversée. Et là, donc, tu pouvais pas gagner autant de points que la saison d'avant. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'avais vu que tu avais fait 250 points 2e et 178 points première. C'est ça que j'ai vu d'une année sur l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, c'était ultra serré. Juste, ça s'est joué à la dernière course à Las Vegas, quoi. Donc. Ça changeait quoi médiatiquement pour toi cette victoire? Est-ce que genre t'as vu sur tes réseaux, dans l'image que tu dégageais, etc., une transformation? Oui, parce que je pense que ce championnat a fait beaucoup de bien dans le sport, parce que ça a incité aux femmes de s'impliquer et de nous mettre en lumière. Et donc du coup, de faire déjà le tour du monde, faire cette course sur 24 à côté de la Formule 1, ça nous donne forcément de la visibilité. Et puis à côté de ça, oui, le titre, ça donne forcément une énorme visibilité. Et ça construit un palmarès, tout simplement. C'est exactement ça, ouais. Et carte de visite. Ouais, ça m'a lancé ma carrière aussi. Enfin, ça a relancé encore plus ma carrière. C'était comment à Las Vegas, pardon? C'était fabuleux. Non, mais attends, on roule, t'imagines. Imagine, tu roules dans la ville. Ouais. Tu vois tous les casinos et tout. Les grands hôtels, les machins. C'est fabuleux. Toutes les lumières. C'est fabuleux. Puis aux États-Unis, il y a énormément de gens qui soutiennent. Ils sont chauds patates là-bas. Mais ça, c'est ce que j'ai vu. Tu sais, qu'en regardant un petit peu les contenus, tous les trucs un peu associés à ce que t'as fait, j'ai vu que dans le monde anglophone, t'avais une cote de dingue. Ouais. Pas pour dire que dans le monde francophone, c'est pas le cas, mais là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un soutien qui est encore plus haut. Après, en France, on soutient beaucoup aussi. Je pense que. Ils sont là dans le chat, déjà. J'ai une bonne communauté. Non, j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de gens qui me soutiennent dans ma carrière depuis des années. Et j'ai beaucoup d'interactions aussi sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, c'est vraiment chouette. On vit le truc ensemble. D'ailleurs, j'ai fait. Là, je vais faire une édition spéciale de mon casque. Un design spécial pour les 24 heures du Mans. Oh! C'est le mois prochain. C'est ce que tu nous as dit, c'est mi-juin, c'est ça? Et j'ai demandé hier un petit message de soutien de chacun pour le mettre écrit sur le casque. Ouais, c'est trop chouette. Ouais. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir le design. Ouais, pareil, j'ai hâte de voir là. Là, tu m'as hypé là. Ouais. Non, c'est fort. Ouais, c'est fort. C'est fort de dingue. Et même, j'ai vu, t'étais passé chez Jimmy Kimmel. Je te l'ai dit tout à l'heure, un peu en off tout à l'heure, quand on a parlé, pardon. Mais Jimmy Kimmel, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre un des night shows les plus suivis aux États-Unis. Ouais, c'était à Los Angeles. On a fait le trip juste pour ça, en plus. Donc, on est allé à Los Angeles juste pour Jimmy Kimmel. Et c'était incroyable comme expérience. Enfin, c'est TV américaine, c'est un show américain, c'est énorme, tu vois. Et c'est hyper connu et enfin c'était fabuleux. Enfin, forcément être connu. Parler en anglais et tout machin comme ça devant un gros public. En plus, il y avait la tenue et tout. Enfin, le coiffeur, la maquille. Enfin, c'était fabuleux. Et puis pour le comprendre, bon courage quoi. Parce que eux, ils font ça tous les jours. Mais bon, je crois que j'ai jamais été aussi stressée de ma vie. Ah ouais, vraiment? Parce que moi, plus que dans des courses. Ah non, mais moi sur les circuits, je suis très relax. Je suis très peu stressée, même quand ça compte beaucoup. Mais là, sur un show comme ça, j'étais paniquée. J'avais mon cœur qui on dirait, il sortait de. Ah, c'était fabuleux. Est-ce que t'as appris l'anglais naturellement ou alors à un moment ça a redoublé de cours d'anglais parce que t'as compris, ou en tout cas peut-être tes parents ou autres, ils se sont dit c'est un monde où là l'anglais c'est. Tu sais qu'à l'école, c'est pas fameux l'anglais en France. Bah, je sais. Malheureusement, c'est un peu dommage à dire, mais je parlais pas du tout anglais, moi, quand j'ai signé mon premier contrat pro. Ok. Donc, j'ai appris... T'as fait quoi? T'as redoublé? T'as pris un gros cours d'anglais privé, un truc comme ça? Oui, je suis allée... j'ai pris des cours privés par une anglaise, forcément,
dans les Pyrénées parce que on habitait dans le même village et on s'est rencontrés et voilà, on a fait pas mal de cours comme ça. Et après, j'ai rencontré mon compagnon qui parle anglais, qui est anglais. Donc, enfin, anglais-français. Donc, Ça aide bien. Ça aide bien et du coup, on a pu pas mal bosser comme ça. Et puis après, c'est surtout en immersion. Quand tu es sur les circuits, même si tu comprends pas tout, tu es obligé de comprendre au bout d'un moment ce qui se passe. Donc, t'apprends comme ça, quoi. Mais c'était pas la meilleure façon de le faire, quand même. Je pense l'anglais, c'est fondamental aujourd'hui, je pense. Et si tu as la chance de quand même prendre des cours privés ou d'aller dans une école où on peut te permettre d'apprendre correctement l'anglais, c'est bien mieux. Parce que tu seras aidé dans ta vie, quoi. Enfin, parce que là, moi, c'était un peu à l'arrache, quand même. Bon, maintenant, je parle, ça va. Comme quoi on peut toujours rattraper, ouais. même si à l'école c'était pas toujours excellent. Question justement, moi j'ai regardé un peu tous les résultats que tu as pu avoir, donc comme on l'a dit, en F1 Academy tu as fait vice-championne puis championne, et comme on le disait, il y a plusieurs championnats que tu as fait en même temps, dont la Freca. J'ai vu les résultats en Freca, ils étaient un peu moins bons, mais en même temps, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que tu faisais pas toutes les courses. Ouais. C'est quoi la différence entre justement la Freca, la F1 Academy, même si je comprends que dans la Freca c'est mélangé, et quelles sont les raisons un peu de ces résultats-là, c'est comment que tu l'as vécu? Alors, le sport auto déjà c'est un sport mixte, donc il y a, à part la F1 Academy qui a été créée, qui est un championnat 100% féminin, dans toutes les autres catégories on est mixte, donc on est avec les gars. Et la Freca, c'est la catégorie juste en dessous de la F3, donc c'est la Formule Renault en gros. Qui s'appelle la Freca maintenant, qui est une voiture plus rapide et un peu plus d'aéro que la F4 et un peu moins rapide que la F3 forcément. J'ai pas fait toutes les courses parce que déjà niveau budget, il y avait des clashs avec les courses que je faisais déjà, donc je pouvais pas faire le championnat total. Ouais, il dû avoir des choix. Ouais. Et puis après c'est une voiture qui est complètement différente. Et c'est des mecs qui sont encore plus expérimentés. Donc forcément, c'était apprendre le maximum. Et des courses comme ça, tu t'es à 1/10 derrière, t'as perdu 8 places, quoi. Donc c'est ultra serré, tu vois. J'ai fait 2-3 résultats quand même. Ouais. Mais c'est dur d'avoir une continuité parce que forcément, t'es moins dans la voiture. Eux, ils roulent tout le temps. Ils ont fait des tests de pré-saison. Moi, j'en avais pas fait. Ok. Donc bon. Et en plus, tu alternais avec une F4 moins rapide. Une autre voiture, donc switcher d'une voiture à l'autre, c'est pas non plus évident. Après, c'était notre décision aussi. Je pense que c'était bien de le faire et de rouler dans des voitures plus puissantes et de se battre avec vraiment des très très bons aussi. Donc, moi, je regrette pas du tout. T'en as retenu une bonne expérience ? Ouais. Moi, j'ai kiffé. Et au final, après 2 ans en F1 Academy dans un titre, qu'est-ce que tu penses du programme ? Est-ce que tu penses qu'il a porté ses fruits, notamment dans ton cas ? Qu'est-ce que tu penses de manière globale un peu de ça ? Bien sûr, oui. Je pense qu'il donne des opportunités qu'on n'aurait pas eues dans notre carrière. Donc déjà, ça. Après, on a l'opportunité de travailler avec un constructeur. Ça, c'est quand même rare dans une carrière de pouvoir être associé à un constructeur. Là, je suis avec Mercedes depuis quelques années maintenant. C'est vraiment une chance pour évoluer en tant que jeune pilote et de pouvoir avoir un pied avec la F1. Surtout quand tu as l'objectif d'aller en Formule 1, c'est bien de travailler avec cette équipe qui t'apporte beaucoup. Et puis, on en parle et ça fait aussi la F1 Academy, on en parle parce qu'encore aujourd'hui, c'est un sport qui est dominé par les hommes. Ouais. Et on veut justement... grâce à ces initiatives de montrer qu'on a tous notre place dans le sport auto et qu'on veut avoir les mêmes opportunités que tout le monde et qu'avec le travail et la détermination et le talent, peu importe le genre, t'as ta place, quoi. En gros, voilà, c'est le message qui, je pense, qui est important à faire passer, quoi. Et en parlant de ça, c'était comment ton premier roulage avec une Formule 1 c'était le mois dernier avec Mercedes. J'ai vu les images un peu, ça avait l'air émouvant, etc. Ça s'est passé comment un petit peu l'organisation de cette journée et puis son déroulement? C'était fabuleux, meilleur jour de ma vie, vraiment. C'est en
gros, parce qu'il y avait des courses en F1 dans le calendrier qui se sont annulées avec ce qui se passe au Middle East, il y a eu un creux pour l'équipe. Et donc, du coup, ils m'ont placé ce test-là, alors que ça devait être plutôt en fin d'année. Donc, moi, je l'ai su pratiquement 3 semaines avant. Donc, c'était vraiment last minute. Et donc, après, préparation, moulage du baquet. Parce que tu as un baquet qui est moulé à ta forme. Préparation, donc simulateur, apprendre tout le système de la voiture, toutes les procédures, tout ça. Et puis après, le jour J, et on a fait 200 km, 76 tours sur le circuit de Silverstone en Angleterre. Magnifique. Et la voiture, même si tu es dans le sport auto depuis des années, et que tu te dis, la Formule 1, c'est un haut niveau, mais voilà, tu sais à quoi t'attendre? Pas du tout. Non, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais pas du tout. C'est vraiment monstrueux. C'est vraiment un autre niveau de performance. Niveau performance de la voiture, c'est impressionnant. C'est tout ce qui est... Comment t'en parles, je le ressens. Ouais, mais aérodynamique, c'est impressionnant. Enfin, quand tu freines, donc t'as tout le poids qui va vers l'avant, t'as le transfert de masse qui va vers l'avant, tu peux aller jusqu'à 6 G, donc 6 fois ton poids. C'est énorme. Et toi, dans le baquet, ça te... Bah, c'est ça. Non, mais tu vis jamais quelque chose comme ça ailleurs qu'à l'intérieur. Ouais. Donc, et voilà. Donc, du coup, je me suis préparée forcément à ce test parce que depuis des années, je vais être dans une Formule 1 et montrer qu'est-ce que je peux faire dans une Formule 1. Donc, forcément, je me suis préparée mentalement à ça, même si je savais pas quand est-ce que ça allait arriver. Quand est-ce que ça allait arriver. Et donc là, on faisait le baquet là sur la vidéo. Bon, je voyais rien du tout. Comment t'es trop heureuse. Ah ouais, je suis trop heureuse. T'es trop heureuse, vraiment. Comment t'es trop heureuse. Mais après, je me suis pas mis le stress parce que je me suis dit, comme tu sais pas à quoi t'attendre, ça sert à rien de te dire oui, mais comment la voiture va réagir, comment, à quoi je vais m'attendre, est-ce que ça va être ça, est-ce que ça va être encore plus, est-ce que, en fait, non, Dorian, te pose pas de questions, quoi. Le simulateur, il a quand même un peu aidé ou... Oui. Ouais, parce que c'est hyper précis. En Formule 1, tout est... Tu changes 1 degré d'aileron avant, tu le sens dans le simulateur. C'est impressionnant. Donc là, j'ai vraiment vécu le truc à 100%. Zéro stress. Alors que je pense que si tu dis à quelqu'un tu vas tester une Formule 1, je pense qu'on met du stress. Et moi, je pensais même que j'allais me découvrir et me dire je vais quand même stresser et me mettre un peu de pression le jour J parce que c'est quand même la chance de ta vie, quoi. Ouais. Mais j'étais vraiment dans mon élément de A à Z. Le 28 sur la voiture, qui est ton numéro de course, si je dis pas de bêtises, c'est trop stylé. Ah ouais, non mais tu sais, je suis arrivée à l'atelier, je vois la voiture, déjà qui est la voiture de Lewis Hamilton, quand même, qui a gagné, qui a fait 14 Grands Prix, 4 pôles, 4 victoires en 2021. C'est ton pilote préféré, en plus, si je dis pas de bêtises. En plus, c'est celui qui m'a beaucoup inspiré dans ma carrière. Et tu vois le numéro 1, tu fais ok. Incroyable, on dirait que c'est ta voiture, quoi, pour une journée, quoi. Mais non, mais après, la journée en elle-même, c'est fabuleux. Il y a plus de 200 personnes sur le jour J. Enfin, il y a tous les ingénieurs. Organisation de dingue, juste pour que tu puisses rouler dans les bonnes conditions, putain. Fabuleux. Puis on a passé 4 sets de pneus. Et voilà. Ouais. J'ai vu la vidéo qu'ils en ont fait parce qu'elle était grave intéressante. Ouais. Il y a George Russell, il y a Kimi Antonelli qui disent ouais, elle vit un truc de dingue, etc. Nana. Là, on a vu la photo avec Lewis et tout. Ils t'ont donné des conseils? Bah bien sûr, bah oui, parce que en fait, George, quand je roulais en F1 Academy, déjà on essayait de s'appeler avant les week-ends de course pour parce qu'il y a plein de circuits où on est allé où on connaissait pas les circuits. D'accord. Donc il fallait qu'ils me donnent un peu de technique. Bah, c'est stylé qu'il y ait quand même cette transmission, tu vois, qu'ils prennent le temps d'appeler. Ouais. Non, ils sont vraiment là. C'était chouette. Et même pour du coup le test en Formule 1, ils étaient là toute la journée. Ils ont tout suivi. Ils m'ont donné plein de conseils. Comment approcher la journée, comment conduire forcément les caractéristiques de la Formule 1 qui est quand même à part. Et puis voilà, quoi. Donc tout s'est bien passé. J'ai roulé vite. Après, très très positif aussi la journée, niveau technique, tout ça, je pense que j'ai été quand même en place, donc très chouette, quoi. J'espère avoir d'autres opportunités dans le futur,
Parce que quand tu montes dans une VF1, t'as pas envie d'en sortir, quoi. C'est quoi les conseils ou les choses les plus marquantes qu'ils ont pu te donner, les 3? Je pense que c'est un peu, après c'est un peu technique, mais Ouais. là pour le test en F1, c'est d'exploiter le maximum, de passer de longitudinal à latéral, d'exploiter cette partie-là dans le virage. C'est le plus important parce que c'est là où tu vas extraire le plus de performance. Donc du coup, j'essaie de comprendre un peu À quoi ça correspondait exactement? à quoi ça correspondait. Et puis plus je roulais, plus je comprenais de choses. Et puis l'après-midi, j'arrivais à jouer avec la limite de la voiture, tout ça. Donc j'ai réussi un peu à assimiler ce qu'il me disait et à mettre en place, à faire ce qu'il me disait, quoi. Donc c'est chouette. J'ai vu qu'ils n'ont pas spécialement communiqué de temps. Je pense que le but, c'était aussi peut-être de pas mettre de pression ou autre. Toi, en termes de performance et de ce que tu as fait, t'étais... Ouais, bon, vu le sourire, je pense que oui. T'étais satisfaite. Ouais. Ouais, c'était bien. C'était bien. Après, on a roulé sur le petit circuit, donc on avait moins de références. Ok. Mais les temps étaient vraiment bien. Sinon, je le dirais pas. Je te crois. Et sur la vidéo de 30 minutes que j'ai vu qu'ils ont sorti, comment t'as vécu la mise en avant qui est allée avec? Parce que ça a fait des posts Insta, des machins, des trucs, c'est logique, ça a été un gros axe de communication. Comment t'as vécu ça? Ouais. Je pense que j'ai vécu... Enfin, je pense déjà c'est incroyable de faire un docu de 28 minutes sur ta première journée en Formule 1. Comme c'était l'équipe de Mercedes qui filmait, on se connaissait. Ouais. C'était facile à raconter une petite histoire, tu sais, ton histoire, machin. Donc, Ouais, c'était pas crispant. Non. Après, il y avait beaucoup de caméras, mais j'ai vraiment... moi, c'était vraiment roule, focus, sois toi-même. Et puis voilà. Et puis, j'avais pas besoin de... Je pense que les images parlaient d'elles-mêmes, quoi. Et c'était vraiment un plaisir de parler de mon expérience parce que aussi... il y a beaucoup je pense, de personnes qui veulent savoir un peu les behind the scenes, tu vois, de ce qui se passe. Bien sûr. Derrière tout ça, derrière toute cette préparation. Donc c'est chouette qu'on a fait ce passage à l'atelier, ce passage de préparation, ce passage sur la journée avant le roulage. Ouais. Et la journée de roulage. C'était vraiment chouette de séparer tout ça et de créer une petite histoire derrière, quoi. Donc Et ça va être quoi ton rôle avec eux sur cette année du coup? cette année, je suis pilote de développement pour Mercedes, pour l'équipe F1. Donc, Et ça correspond à quoi? en gros, tout ce qui est développement de la voiture, de la Formule 1. Donc en gros, faire un travail sur simulateur et tester plein de choses sur simulateur, donner nous notre feedback, notre ressenti, notre retour pour améliorer des pièces sur la voiture, pour améliorer la voiture en général, et voilà. Donc c'est ça. Ok, c'est intéressant comme rôle. Ouais. Et c'est encore un rôle différent de, par exemple, pilote de réserve. Ah oui, pilote de réserve, c'est s'il y a quelqu'un qui se blesse ou quoi, tu remplaces l'autre pilote sur les meetings. Là, moi, c'est plus de pilote de développement, c'est plus en amont sur le travail profond, je sais pas comment dire, approfondi, ouais, de l'équipe, de faire améliorer la voiture et tout ça, quoi. Donc c'est si après ça va à pilote de réserve ou pilote officiel, bien évidemment, mais bon, faut passer des étapes. Ouais. Évidemment. Ouais. Et actuellement, entre ce rôle-là et l'autre rôle que tu as avec Peugeot, parce que sur cette saison, tu disais que tu étais retourné justement sur de l'endurance. À quoi elle ressemble une semaine typique un peu aujourd'hui pour toi? Les semaines se ressemblent pas du tout. Hein. On voyage tellement. Une semaine atypique, je pense que début de semaine, c'est que prépa. Ouais. Prépa, médias, logistique de ta semaine, machin. Des meetings avec les équipes, dans les équipes avec qui tu travailles. Et puis, fin de semaine, c'est voyage, va sur les circuits, préparation avec l'équipe, simulateur, des allers-retours voilà, avec soit Duquesne, qui est mon équipe où je roule en LMP2, soit Peugeot pour faire du simulateur, soit Mercedes pour faire du simulateur. Donc, c'est voilà, tout le temps en vadrouille, quoi. Et t'es retourné en endurance justement par envie, parce qu'après 2 ans, c'était bien la monoplace, ou alors, parce que si ton objectif c'est d'aller en F1, est-ce que je te souhaite, est-ce qu'il aurait pas fallu refaire de la monoplace aussi cette saison, peut-être dans un autre championnat? Si, je pense peut-être même Freca, mais Freca à temps plein, je sais pas. Ça aurait pu. Niveau budget, c'était pas facile non plus. Okay. Donc après, il y avait encore cet aspect budget qui est rentré en ligne de compte. Aussi, mais après, pourquoi faire tout comme tout le monde?
aussi parce que moi j'ai eu cette opportunité-là de refaire les 24 heures du Mans, de s'associer avec Peugeot Total Energy qui est une équipe en hypercar, catégorie 1 de l'hypercar, enfin de l'endurance pardon, qui est l'hypercar, d'avoir à court terme une place en hypercar et de peut-être faire ce switch en F1 parce que c'est les deux catégories reines du sport auto, ça pourrait. C'est des switches qu'on a déjà vus ? Non. Ok. Mais pourquoi faire comme tout le monde ? Exactement. J'ai bien aimé la phrase. Mais de toute façon, on a une carrière. Enfin, moi, j'ai une carrière qui est totalement différente que les autres. Donc, voilà, faut prendre les opportunités qui s'offrent à toi. Et moi, ma décision d'aller en endurance pour aller dans la catégorie reine dans les prochaines années, j'espère à suivre, c'était pour moi le meilleur choix. Pour pour faire une carrière pro et pourquoi pas. Après, je garde ce pied en Formule 1 avec Mercedes. Avec Mercedes, ouais. Donc, ce travail de pilote de développement, c'est ultra important pour moi de continuer, pour continuer à garder un pied avec la F1. Mais je comprends en plus la logique, tu me dis si je me trompe, tu vois, mais t'as le pied avec Mercedes, l'hypercar, c'est la catégorie reine de l'endurance, donc si jamais tu y vas et que tu performes en étant en même temps pilote de développement... Exactement. Et t'es encore jeune, t'as 22 ans. Ouais. Je comprends le process de réflexion. Ouais, je pense que c'est même réflexion. Je pense que on n'est pas obligé de faire comme tout le monde et que aujourd'hui, il faut écrire sa propre histoire. Ouais. Et moi, je pense que le meilleur choix, c'était vers l'endurance et l'hypercar dans les prochaines années pour y arriver. Pour y arriver. Parce que tu vois, forcément, dans le chat, il y a des gens qui posaient ouais, mais pourquoi elle fait pas le classique F4, F3, F2, machin. Mais après, la réalité aussi, c'est que c'est hyper bouché la monoplace. Combien de mecs ou de personnes ont gagné la F2 sans jamais trouver après de baquet ? J'ai l'impression que c'est aussi une question de talent et de timing, tu vois. C'est ça. Et puis, j'ai fait moins de monoplace aussi, donc s'associer avec un constructeur en hypercar, c'est bien plus complet que de faire une saison en Formule 3, par exemple. Donc, après, c'est sûr que c'est dur à changer les mentalités quand tout le monde dit le passage Formule 3, Formule 2 est fondamental. Sur le papier, oui. Mais si l'histoire marche comme ça et qu'un jour je serai en Formule 1, on ne pourra plus dire qu'il fallait passer dans ces catégories-là et qu'il fallait faire comme tous les autres, quoi. Ah, franchement, moi je te le souhaite de tout mon cœur. En termes d'endurance, j'ai vu t'as roulé et t'as fini 3e il y a 2 semaines quelque part, c'est genre au Castellet si je dis pas de bêtises. C'était dans quel cadre cette course ? Alors, cette année, en programme principal, je fais le championnat d'Europe d'endurance, donc ça s'appelle l'Européen Le Mans Series, qui est du coup en LMP2, donc le prototype, donc qui fait 930 kilos et 600 chevaux. Du coup, je fais ça. Il y a 6 courses dans l'année, c'est en Europe. Il y avait Barcelone là en avril et Castellet là au début mai. D'accord. Et on a fait 2 fois 3e. Et on est en tête du championnat. Magnifique. Parce qu'on est les plus constants. D'ailleurs, on est parti dernier de la course. Et vous avez remonté à 3e. Et on a remonté à 3e, ouais. Sur combien de personnes ? Je crois qu'on était 14, 12. Fort. Ouais. C'est un niveau ultra relevé parce qu'en fait, il y a des pilotes dans l'hypercar qui roulent dans cette catégorie-là pour faire un double programme. Ok. Donc il y a des mecs de la catégorie reine qui font le championnat européen. Il y a un mixte, mais il y a énormément de niveaux. Donc là, c'était le selfie après le podium. Mais du coup, à 10 minutes de la fin, on était encore P5. Donc, on était 5e. 2 places passées dans les 10 dernières minutes. Ouais, fabuleux. Du coup, c'est des formats de 4 heures de course. Donc voilà, je fais ça cette année. Donc l'objectif, c'est de gagner le titre dans le championnat. Et à côté de ça, on a gagné l'entrée pour faire les 24 heures du Mans. Donc, trop bien. On fait les 24 heures du Mans aussi le mois prochain avec la même équipe, l'équipe française, avec Julien Andlauer qui est pilote Porsche en hypercar
Donc quelqu'un qui a cette expérience d'hypercar. Voilà, qui a fait 8 fois Le Mans, donc qui est vraiment une très très bonne référence en sport auto. Et Richard Verschoor qui a fait 5 ans de Formule 2, qui est là en endurance avec moi, qui est mon équipier toute la saison. Donc un bon équipage pour faire quelque chose de bien aux 24 heures du Mans, j'espère. Ouais. Et il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat que j'ai trouvé assez intéressant. Est-ce que ta LMP2, après le relais d'un autre pilote, elle est adaptée différemment vis-à-vis des différences physiques qu'il peut y avoir par rapport à tes coéquipiers ? Non. Alors, l'endurance, c'est beaucoup de compromis aussi. Okay. Parce que après, quand t'es pilote pro, t'as le même feedback, généralement, de comment la voiture se comporte et quelles sont les choses qu'on va ajuster sur le setup de la voiture pour que ça nous convienne à nous trois. Et pour avoir le meilleur compromis, parce qu'on n'aura jamais une voiture qui sera parfaitement réglée sur 4 heures de course. Parce que sur 4 heures de course, il y a l'usure des pneus, il y a la gestion de l'essence, les comportements de la voiture quand tu fais de la gestion d'essence, c'est pas le même. Donc, tu as beaucoup de caractéristiques et beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, tu n'auras jamais une voiture qui sera à toi, bien réglée à toi. Donc, il faut que tu t'adaptes. Et quand tu montes dans la voiture, généralement, tu changes de pneus pour que ça soit tes pneus à toi. Ouais. Mais des fois, comme Barcelone, comme on use plus les pneus à gauche, on changeait les pneus tout le temps à gauche et pas à droite. Donc on triplait à droite. On faisait 3 heures sur le set. Et pourquoi ça usait plus à gauche ? Désolé parce pour la question. Parce qu'il y a plus de virages à droite, donc plus de... d'appui, c'est bon, je comprends. Plus d'appui à gauche, donc voilà. Donc du coup, on peut rouler, on peut rouler avec les pneus des autres. Donc c'est beaucoup d'adaptation. Mais niveau volant, tout ça, tout est le même setting, tout. Tu peux au moins bouger ton siège. Non. Ah non, même pas. Non. Pas. Ben, le siège, c'est un siège carbone et les pédales sont fixées au châssis. Ok, donc zéro flexibilité. Bah, en plus, mes coéquipiers ils font 1m87, donc moi 1m60, on n'est pas. Tu fais comment alors fait. Bah, en fait. Tu veux chercher la pédale au fond? Non. Ça, là bah, je suis un peu plus allongée déjà. Ouais. Mais j'ai un insert, donc c'est le siège qui est moulé à ma forme, qui est. Que j'insère, que je rajoute quand je monte dans la voiture, avant de rouler, ouais. Ouais, avant de rouler. Donc en gros, t'as des poignées et tout pour le retirer rapidement parce que t'as la période d'essence, donc t'as à peu près 40 secondes d'essence pour mettre le plein et à peu près 17 secondes, 16 secondes, 15 secondes pour changer les pneus. C'est très précis, hein. Donc, ouais, voilà. Donc t'as 40 plus 15 pour avoir le temps de changer de pilote, quoi. Donc tu dois être rapide quand même. Donc t'as toute une stratégie, ceinture, machin, le baquet à rentrer. Je suppose que t'as retravaillé le mouvement 1 milliard de fois. Ah bah on s'entraîne, oui. Ah bah imagine on perd 1 à 2 secondes, et bah on les retrouve sur la piste après. Hein. On peut perdre une course comme ça. Donc c'est sûr qu'il faut s'entraîner. Magnifique. Et tes coéquipiers s'adaptent bien autour de ça, etc. Ouais. Bon rapport avec eux. Ouais, très bonne atmosphère, très bonne ambiance, on s'entend super bien, on se partage tout pour essayer d'évoluer en nous en tant qu'équipe, vraiment en tant que groupe, parce que on a du coup Richard qui a fait 5 ans de Formule 2, c'est très individuel, un peu la monoplace, moi aussi, et du coup il faut apprendre à se partager beaucoup de choses, à communiquer aussi, c'est un peu la clé de la performance aussi dans l'endurance. Donc on communique pas mal et puis on s'entend super bien, donc il y a une bonne vibe dans l'équipe et c'est pour ça je pense que aussi on amène l'équipe vers le haut et que on s'entend bien avec l'équipe et qu'on performe, quoi, aussi. Ouais. J'avais posé cette question à Isaac. Je lui ai demandé à partir de quel moment il a commencé à vivre de son travail. Et lui, il m'a raconté qu'en F2, F3, il n'en vivait pas encore. Tu vois, non. C'est forcément avec le salaire de Formule 1 qu'il a commencé à en vivre. Toi, de ton côté, c'est comment ? Parce que t'es sur on le disait, l'hypercar ou l'endurance, etc., des choses un peu moins médiatisées. Genre, est-ce que tu vis de ton métier ? Et si oui, depuis combien de temps ? Quand t'es associé à un constructeur, oui. Du coup, tu représentes la marque, donc t'as forcément... tu vis de ta passion grâce à eux, parce que... T'es salarié, ils te donnent une compensation. C'est ça, oui. T'es payé, quoi, pour rouler et pour ton travail de développement ou ton travail de pilote, quoi. Donc dans les catégories reines, oui, t'es payé. Dans les autres catégories, non. Voilà.
Mais en championnat du monde, quand t'es pilote pro, t'es payé. Ok. Voilà. Donc le but, en accédant à l'hypercar, c'est d'arriver à ce statut qui permettra d'être confortable. C'est ça. Ok. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. C'est super intéressant. Attends, je regarde une question dans le chat. Alors, un dernier truc, tu nous as parlé des 24 heures du Mans le mois prochain. Il y a quoi d'autre comme gros objectif là de 2026 ? Bah, déjà, celui-là, c'est un gros objectif. Parce que c'est la course la plus légendaire, même au monde, sincèrement. Ah ouais ? À côté de la Formule 1, c'est les 24 heures du Mans, c'est légendaire. J'ai vu qu'aux États-Unis, c'était grave populaire, qu'ils en avaient même fait des films sur les 24 heures du Mans, des trucs comme ça, tu vois. Mais oui, mais c'est hyper connu. Hein. Mais c'est vraiment le pic de la saison. C'est vraiment, si on fait un podium ou si on gagne aux 24 heures du Mans, ce sera historique. Première femme qui gagne aux 24 heures du Mans aussi. Donc. Tu peux nous rappeler la date ? Week-end du 14 juin. Week-end du 14 juin. Il faut tout suivre. C'est incroyable. Week-end du 14 juin. Voilà. Oui, si vous avez la possibilité d'aller au Mans. Le Mans qui est remonté en Ligue 1 en plus aussi. Bon, là on est plus dans du football, mais c'est drôle parce que du coup il y avait les amis de Remontada, ils ont fait une vidéo autour du club de foot de Le Mans. Et dans toute la vidéo, ils parlent de l'aspect historique de la course automobile au Mans et du fait que parmi les proprios du Mans, il y a notamment un ancien pilote qui a essayé, qui crée des ponts en plus entre le club de foot et la course des 24 heures du Mans, parce qu'en fait ce qu'il explique même, c'est que le stade, il est presque au milieu du circuit, tu vois. Ok. Genre le stade où joue Le Mans, ouais, il est à côté du circuit. Ah mais oui, je sais qu'il est à côté. Mais oui. Le Marie, je sais plus comment il s'appelle, Marie Marvin, peut-être un truc comme ça. Désolé, je me rappelle plus exactement du nom. Exactement. Mais que la ville était vraiment comme ça, tu vois. C'est ça, ouais. Et en plus, le circuit, c'est un circuit de 13 km, donc en gros, il est pas, c'est pas un circuit, c'est un circuit en ville un peu. Ouais. Enfin, c'est une partie où c'est vraiment le circuit. Circuit, ouais. Et une autre partie où c'est de la route, quoi. Donc c'est fabuleux, quoi. C'est ouf. Et là, c'est plutôt sur ma méconnaissance. Tu t'as dit que tu serais la première femme à remporter 24 heures du Mans si jamais ça le fait, chose qu'on te souhaite. En termes de palmarès français, le 24 heures du Mans, il y a des pilotes français qui le prennent des fois ou alors Bah, il y a plein de pilotes français qui ont gagné les 24 heures du Mans, oui. Alors, je suis pas très bon Ah ouais, pas de souci. en les citant, mais il y a Kevin Hess, par exemple. Il y y en a plein. Sincèrement. Genre c'est pas rare du tout. Ah non. Ok, parfait. Non. Après. Je préférais demander parce que tu vois, par exemple, en cyclisme, le Tour de France, ça fait très longtemps qu'un Français ne l'a pas pris. Donc tu vois, est-ce que les 24 heures du Mans, il y a des pilotes français qui remportent souvent Bien sûr, ouais. Dans le chat, ils me disent Duval, par exemple. Ah bah oui, Duval, Loïc. Ouais. Loïc Duval. Chez Peugeot d'ailleurs. Aussi ? Qui fait les 24 heures du Mans en hypercar avec Peugeot, Total Energy. Et ça se passe comment la transmission avec ces pilotes plus expérimentés ? Bah écoute, ça se passe bien. Ils sont plus expérimentés, donc ils ont plus ce côté transmission, tu vois, qui partagent, où ils peuvent nous donner leur expertise et leur expérience et nous donner des conseils, quoi. Surtout quand on travaille ensemble, bah moi, du coup, comme je suis pilote de développement avec Peugeot Total Energy cette année, là j'ai passé le week-end en championnat du monde à Spa en Belgique avec l'équipe le week-end dernier, et j'étais avec Loïc, donc j'ai pu l'écouter quand lui il bossait avec l'équipe, on a pu échanger tout ça, donc c'est vraiment chouette, quoi. On apprend beaucoup de ces pilotes là qui quand on a énormément d'expérience et énormément réussi dans le sport, quoi. Comment tu gères la pression médiatique qui augmente un peu autour de toi ? Bah écoute, moi Tu vas sur tes réseaux ? Ouais, c'est moi qui gère mes réseaux. Insta, TikTok, Twitter, etc. Tu passes de temps en temps ? Ouais, c'est moi qui gère. J'aime bien parce que forcément, ma carrière évolue et il y a de plus en plus d'intérêt et d'intérêt de partager mon histoire aussi. Donc, je prends quand même pas mal de temps pour pouvoir faire bien les choses, pour partager mon histoire, tout ça. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes et c'est sportif et c'est pour ça que j'ai des gens autour de moi qui m'aident un peu pour gérer tout ça et programmer un peu tout ce côté ces tournées médias. Ouais, comme image. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà.
Donc, c'est important d'avoir une équipe derrière toi pour te soutenir clairement, parce que tu peux pas tout faire tout seul. Et c'est bien d'être bien accompagné pour pouvoir extraire le maximum de choses de ta carrière et de bien raconter ton histoire aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Mois prochain, gagner 24 heures du Mans. Après, souhaite d'aller en Formule 1, j'espère. Ou d'aller en hypercar, c'est sûr. C'est vraiment les plus gros objectifs que je me fixe dans ma carrière. Ouais. Donc une belle carrière d'hypercar et une passerelle qui serait une première en Formule 1. Mondial. Une première mondiale en Formule 1. Ouais. Allez. Magnifique. Bah écoute Dorian, un grand merci. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de faire ça avec toi. Merci. Franchement, merci d'avoir pris du temps, merci d'être venu pour répondre avec sincérité à tous les différents points qu'on a pu aborder ensemble. Vraiment, le sport automobile, c'est tout un truc. C'est vrai. Genre, c'est pas des sujets que j'aborde souvent sur l'émission, mais à chaque fois qu'on le fait, je sens la passion des gens qui le pratiquent et qui les suivent, tu vois, que ce soit dans le chat ou alors quand toi tu me réponds, etc. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc, sincèrement, merci pour tout. Merci de m'avoir donné cette opportunité aussi. Partager mon histoire. Dorian, on te souhaite du bien, on te souhaite évidemment la victoire aux 24 heures du Mans. Je vous remercie d'avoir suivi Zach en roue libre, ça fait plaisir. Vous connaissez, de temps en temps, on aime bien changer les horaires, s'adapter un peu aux invités. Et encore, nos excuses pour le petit retard au début, on a eu un petit souci de son, mais au moins, quand on a lancé, tout était clean. Si vous êtes arrivé à la fin de l'émission, que vous n'avez pas pu suivre l'intégralité, comme d'habitude, les différents clips, replays, etc. viendront dès demain sur ma chaîne YouTube et puis après sur TikTok et compagnie, on postera dans la journée. Ça, vous êtes habitués. Je vous remercie d'avoir suivi. Zach en roue libre vous retrouve la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On va continuer ensemble jusqu'à courant juin. Une belle saison encore une fois. Là, c'est saison 9. La saison prochaine, saison 10. T'as bientôt 10 saisons de Zach en roue libre. Rendez-vous compte. Bref, merci à vous d'avoir suivi. Merci à Dorian. Merci à tous ceux qui ont permis la production de cette émission. Et passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao!